D'abord, c'est une situation qui est une situation évidemment extrêmement préoccupante, puisqu'on voit une forme d'embrasement et le risque d'une guerre généralisée sur l'ensemble du Proche-Orient. Et c'est le résultat d'une fuite en avant, qui est une fuite en avant totalement irresponsable, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à qui on n'a fixé aucune limite et qui agit depuis des mois et des mois dans une forme d'impunité totale, qui commet en ce moment un génocide à Gaza, qui s'est attaqué au Liban, qui a frappé la Syrie et qui frappe désormais l'Iran, sans qu'il n'y ait aucune réaction des puissances occidentales pour réaffirmer la primauté normalement du droit international. Rien ne justifie le fait qu'on aille frapper des civils, puisque vous avez donné un nombre de personnes civiles côté israélienne. Il y a eu aussi des civils iraniens, il y en a quasiment une centaine qui sont mortes dans ces frappes-là. Et rien ne justifie par exemple, et par ailleurs, qu'on frappe des installations nucléaires, avec un risque de propagation et de diffusion que tout le monde peut comprendre. Je vous ai parlé de gens qui sont détenus de manière illégale. Ils sont détenus de manière illégale. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, Monsieur Jeudi. Donc, vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, Monsieur Jeudi? Non, mais d'accord. Mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Il y avait une forme de. Évidemment. Manuel Bompard. Et donc ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. Non, mais Manuel vous ne pouvez pas dire des choses le comme ministre ça, des Affaires monsieur étrangères. Et il y a un mot de compassion. Je remarque que vous n'êtes même pas capable d'avoir un mot de compassion pour votre collègue. Je trouve ça extrêmement choquant. Une interview explosive où Emmanuel Bompard accuse Benjamin Netanyahou de plonger le Proche-Orient dans le chaos. Entre génocide à Gaza, frappe en Iran, détention arbitraire de journalistes et risque nucléaire, l'Europe reste-t-elle complice d'une impunité totale? Décryptage d'un face-à-face musclé sur les limites du droit international, les civils sacrifiés et les enjeux géopolitiques qui pourraient embraser le monde. À voir pour comprendre la crise qui divise la planète. Très concrètement, Manuel Bompard, on a vu ces images depuis 3 jours avec cet affrontement. Cette nuit, Tsahal a ciblé à nouveau des installations stratégiques en Iran. L'Iran, de son côté, a lancé de nouvelles salves de missiles sur Israël. Israël affirme que depuis 2 jours, il y a 13 morts de son côté, 280 blessés. L'espace aérien israélien reste fermé pour la 3e journée consécutive. Comment vous qualifiez ce qui est en train de se passer au Proche-Orient? D'abord, c'est une situation qui est une situation évidemment extrêmement préoccupante, puisqu'on voit une forme d'embrasement et le risque d'une guerre généralisée sur l'ensemble du Proche-Orient. Et c'est le résultat d'une fuite en avant, qui est une fuite en avant totalement irresponsable, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à qui on n'a fixé aucune limite et qui agit depuis des mois et des mois dans une forme d'impunité totale, qui commet en ce moment un génocide à Gaza, qui s'est attaqué au Liban, qui a frappé la Syrie et qui frappe désormais l'Iran, sans qu'il n'y ait aucune réaction des puissances occidentales pour réaffirmer la primauté normalement du droit international. Je rappelle que les attaques qui ont été commises par l'armée israélienne il y a maintenant 2 jours sont des attaques dites préventives qui sont en violation totale du droit international. Le droit international ne prévoit pas la possibilité de pouvoir attaquer comme l'a fait l'armée israélienne. Rien ne justifie cette opération pour vous? Non, rien ne la justifie. Rien ne justifie le fait qu'on aille frapper des civils, puisque vous avez donné un nombre de personnes civiles côté israélienne. Il y a eu aussi des civils iraniens, il y en a quasiment une centaine qui sont mortes dans ces frappes-là. Et rien ne justifie par exemple, et par ailleurs, qu'on frappe des installations nucléaires, avec un risque de propagation et de diffusion que tout le monde peut comprendre.
Et donc, évidemment, la solution qui doit permettre de rétablir la paix dans la région, c'est une solution diplomatique. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi, une réunion était prévue aujourd'hui, normalement, entre les autorités américaines et les autorités iraniennes pour reprendre le chemin de la négociation, parce qu'il y a eu un accord sur le nucléaire iranien il y a quelques années, parce que cet accord a été dénoncé de manière unilatérale par le président Donald Trump lors de son premier mandat, et que enfin, il semblait que les négociations pouvaient être réouvertes. Et malheureusement, je crains que cette attaque injustifiée israélienne remette en cause la réouverture de ces négociations. Amandine. Vous dites que l'attaque israélienne est injustifiée. Est-ce que vous condamnez également la riposte iranienne sur Israël? Mais moi, je fais part de mon soutien, de ma solidarité, de ma compassion pour toutes les personnes civiles qui ont été frappées, qu'elles soient iraniennes ou qu'elles soient israéliennes. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, que la solution est une solution de paix. Donc vous appelez à la désescalade, évidemment, comme tous les dirigeants européens aujourd'hui. Non, mais pas comme tous les dirigeants européens, parce que précisément, si vous voulez créer les conditions d'une désescalade, vous devez nommer le responsable et vous devez sanctionner le responsable. Et moi, je suis sidéré. Alors les Européens disent que le responsable, c'est l'Iran qui s'apprêtait à développer des bombes nucléaires. Écoutez, pour compléter, monsieur Bompard, ce que vient de dire Amandine Atalaya, il y a quand même le rapport de l'AIOA, l'Agence internationale sur l'énergie atomique, qui est assez clair. Il y a un flagrant délit de viol, de non-respect du traité de non-prolifération. Alors, le traité de non-prolifération nucléaire... C'est la déclaration de M. Grossi, qui est le responsable de l'agence. On va être complet. Traité de non-prolifération nucléaire, qui n'est pas signé par 4 pays dans le monde, dont Israël. Vous êtes au courant? Oui, mais je vous le dis quand même. Parce que là, vous êtes en train de reprocher à un pays de ne pas respecter un traité. Est-ce que ça justifie que l'Iran développe... Ça ne justifie rien, mais je crois utile de rajouter cette précision. Attendez, mais c'est quand même dangereux le nucléaire, monsieur. Je vais venir sur cette question. Moi, je suis évidemment pour que la France, je suis favorable à ce que la France reste attachée au principe de non-prolifération nucléaire, et donc évidemment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux pays qui puissent se doter d'un arsenal nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle il y avait eu un accord sur le nucléaire iranien, et l'AEIA, l'agence dont vous êtes en train de parler, jusqu'à la rupture unilatérale de cet accord par Donald Trump lors de son premier mandat, a toujours dit que les engagements qui avaient été pris par les différentes parties avaient été respectés. Vous avez raison sur le fait que depuis que cet accord a été dénoncé de manière unilatérale, il semble que l'Iran n'a pas respecté certaines de ses obligations. Et c'est précisément la raison pour laquelle il fallait revenir à la table des négociations pour faire en sorte de rétablir un accord, parce que cet accord, il a été dénoncé de manière unilatérale. Mais par contre, la fable qui consiste à faire croire... L'Iran n'est pas revenu à cette table des négociations. Ça devait avoir lieu aujourd'hui, monsieur Daré. Est-ce que c'est pas ça la fable, Manuel Bompard, de croire que l'Iran va accepter des négociations autour d'une table alors oui ou non, qu'il faut en secret un Madame, développement d'un programme nucléaire? Est-ce que oui ou non, ils avaient accepté ces négociations il y a quelques années? Est-ce que oui ou non, ils avaient respecté les engagements qui étaient dans cet accord avant que le président américain Donald Trump ne le révoque de manière unilatérale? Oui, mais il l'avait fait. S'il l'avait fait à l'époque, c'est donc la preuve qu'ils sont susceptibles de le refaire à nouveau. Et dans quelle mesure vous pensez... Vous savez très très bien qu'il y a des centrifugeuses qui sont à l'œuvre, et l'Iran était assez prêt de pouvoir se doter. L'Iran est proche d'un stade critique qui permet de produire des engins nucléaires. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est ce que disait en substance cette très sérieuse agence internationale de l'énergie atomique. Ça fait depuis maintenant le début des années 90... que Benyamin Netanyahou, alors qu'il n'était même pas Premier ministre israélien, disait déjà au début des années 90, c'est une affaire de quelques mois pour que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Donc c'est le récit qu'entretient le pouvoir israélien depuis des années et des années. La réalité, c'est que le stade de la militarisation, qui est le stade le plus complexe pour passer du nucléaire civil au nucléaire militaire, c'est une opération qui prend des mois et des années et qui n'est pas engagée aujourd'hui, même la CIA le dit. Mais alors c'est quoi à vos yeux? C'est un fantasme entre guillemets ? Non, c'est un prétexte qu'a utilisé aujourd'hui le Premier ministre, M. Netanyahou, pour d'abord faire diversion des actions totalement inacceptables et du génocide qu'il commet aujourd'hui à Gaza, et pour se maintenir au pouvoir, parce que tout le monde voit que, y compris sa fuite en avant est aujourd'hui contestée, y compris par la population israélienne. Manuel Bompard, je reviens à ma question initiale à laquelle vous n'avez donc pas répondu. La riposte iranienne est donc à vos yeux légitime. Mais non, mais vous ne la condamnez pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on règle les conflits par la force. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'Israël attaque l'Iran. Et je ne suis pas d'accord avec la riposte iranienne. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on bombarde des civils, madame. Donc, je sais pas comment je peux être plus clair que ça. Mais donc, je demande qu'on mette
l'ensemble des partis autour de la table. Donc je demande que la France, plutôt que de venir apporter son soutien à Benyamin Netanyahou, convoque une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'on trouve la solution immédiate pour mettre fin à cette escalade et à cette surenchère. Donc je demande qu'en France, l'Assemblée nationale puisse être saisie pour qu'on puisse avoir un débat là-dessus, monsieur Bompard. Je voulais juste reprendre un mot que vous venez de prononcer. Selon vous, ce qui se passe, c'est une guerre de diversion que mène Benjamin Netanyahou? C'est une opération. Le timing, je pense, est assez évident. C'est à la fois pour escamoter les négociations qui devaient reprendre aujourd'hui sur le nucléaire iranien. Et je pense que, et ceci est assez largement documenté, y compris dans la presse israélienne, vous savez, le Premier ministre Netanyahou est aujourd'hui de plus en plus contesté, aujourd'hui en Israël, et il n'a trouvé pour se maintenir au pouvoir qu'une fuite en avant militaire en frappant l'ensemble des pays autour de lui. Donc oui, je pense que il y a une forme d'opération de diversion dans cette opération qui a été menée par l'armée israélienne contre l'Iran il y a quelques jours. Monsieur Bompard, à vos yeux, le danger, c'est Israël ou c'est l'Iran? Le danger aujourd'hui dans la fuite en avant militaire et dans la déstabilisation de l'ensemble de la région, là, dans les dernières opérations dont on est en train de parler, pardon, mais c'est pas l'Iran qui a attaqué Israël. Vous en êtes d'accord? Non, juste sur ce point. Donc pour vous, plusieurs rapports à le danger, je dis que le responsable aujourd'hui de la déstabilisation de la situation au Proche-Orient, c'est Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Donc si je répète la question pour vous, parce que le danger entre Israël et l'Iran, à vos yeux, c'est qui? Je ne cherchais pas à me faire des comparaisons. Je suis un opposant au régime iranien, mais vous savez, la différence entre vous et moi, peut-être, c'est que moi j'ai autant d'émotions et autant de compassion pour une personne tuée par le régime des Mollahs nous aussi, que par pourquoi une est-ce que vous personne nous faites civile ce procès tuée par l'armée israélienne. Parce que je vois que tout à l'heure vous avez cité par exemple le nombre de civils morts en Israël et vous n'avez pas évoqué le nombre de civils morts en Iran. Donc moi, je n'oublie pas par exemple qu'il y a 2 otages français qui sont aujourd'hui détenus en Iran. Donc je ne serai jamais un partisan du régime iranien. Mais vous souhaitez sa chute? Mais ce n'est pas à moi d'organiser la chute du régime iranien, c'est à la population iranienne de le faire. Est-ce que vous appelez le régime, la population à le faire? Non, mais la population, moi, je la soutiens dans ses batailles et dans ses combats. Vous savez, à plusieurs reprises, les parlementaires insoumis, par exemple, ont parrainé des civils iraniens qui étaient menacés de mort par le régime iranien. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit sur ce sujet. Mais toutes les critiques que je peux avoir sur le régime iranien ne légitiment pas pour autant l'action totalement inacceptable du point de vue du droit international que mène aujourd'hui l'armée israélienne dans la région. Je voudrais revenir sur, vous avez parlé tout à l'heure de la France, d'Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron, vendredi, a défendu le droit d'Israël à se protéger, saluant je le cite, les effets des frappes aériennes contre les capacités nucléaires de l'Iran. Est-ce que vous ne partagez pas la position du président, mais quelle est la place de la France? Est-ce qu'elle est aujourd'hui aux côtés d'Israël ou est-ce qu'elle est pour défendre, pour qu'Israël puisse se défendre, ou est-ce qu'elle est aux côtés du régime iranien? Mais monsieur Jeudi, pourquoi vous présentez la question avec ces 2 alternatives-là? La place de la France aujourd'hui, c'est d'être la voix de la paix dans la région. Et donc, cette réaction du président de la République et avant lui du ministre des Affaires étrangères, c'est une réaction qui est totalement sidérante, qui est en rupture avec la ligne qui a toujours été la ligne de la France sur la scène internationale, c'est-à-dire de refuser d'accepter des violations du droit international et des guerres préventives qui, encore une fois, ne font pas partie du droit international. Le droit d'Israël à se défendre n'a rien à voir avec la possibilité de commettre un génocide comme c'est le cas aujourd'hui à Gaza, ou avec le fait de bombarder et de frapper un autre pays de la région. Ça n'a rien à voir avec le droit d'Israël à se défendre. Et le fait que le président de la République apporte son soutien à cette opération est une rupture avec l'engagement que la France doit toujours défendre sur la scène internationale, c'est-à-dire la défense du droit international. Parce que si la France ne défend pas le droit international dans cette période où il est contesté, remis en cause par l'affirmation de la force plutôt que de la diplomatie pour régler les conflits, qui va le faire? Comment est-ce que vous jugez la position d'Emmanuel Macron sur le conflit israélo-palestinien davantage ces derniers temps, puisque l'événement iranien n'était pas encore survenu? Il a eu des propos quand même assez durs à l'encontre de Benyamin Netanyahou. Il condamne fermement le blocus en cours à Gaza et dit que la France ne restera pas les bras croisés. Vous trouvez qu'il n'est néanmoins pas à la hauteur qu'est-ce qu'il fait de la situation? Il parle, il a des mots. Mais que fait-il concrètement? Il dit que la France ne va pas rester les bras croisés, mais concrètement, la France reste les bras croisés. Il est incapable de condamner les violations du droit international de M. Netanyahou. Il est incapable de condamner autrement que par des mots, mais en prenant des dispositions, des mesures. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 17 trains de sanctions
contre Vladimir Poutine après l'agression insupportable et inacceptable menée par la Russie contre l'Ukraine, qui était une violation du droit international. On n'a pas été capable de faire une seule fois des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou, alors qu'il commet de multiples violations du droit international, alors qu'on a plus de 55 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui à Gaza. Donc il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou. Donc il faut arrêter de livrer des armes. Parce que le ministre des Armées dit qu'il ne livre pas d'armes, et ensuite... Alors la France dit qu'on ne livre que des composants mineurs, pas des armes oui, mais sauf qu'ensuite, vous avez des confrères à vous qui font des études, font des enquêtes, et qui révèlent qu'au contraire, il y a effectivement des armes qui ont été livrées par la France. Et ça veut dire quoi? Un boycott économique, c'est ce que vous demandez? Il faut un embargo sur toutes les livraisons d'armes. On ne peut pas accepter que la France continue à avoir en quelque sorte une forme de complicité dans ce que les autorités internationales qualifient aujourd'hui de génocide à Gaza. Ce n'est pas possible. Donc oui, évidemment... Risque génocidaire, on dit... Non, la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide il y a maintenant plus d'un an. Tout à fait. Plus d'un an. Et il y a plus d'un an, quand la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide, elle a dit que tout devait être fait pour prévenir le risque de génocide. Et la France est signataire d'une convention internationale. Elle a une obligation légale de prévenir le risque de génocide. Et elle ne fait rien aujourd'hui. Donc il faut des sanctions. Donc il faut un embargo. Donc il faut rompre l'accord de coopération économique qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et Israël. On a des leviers d'action. Il faut reconnaître l'État de Palestine. Pourquoi? Dans ce cadre, Emmanuel Macron maintient sa volonté de reconnaître l'État de Palestine. Un État démilitarisé, dit-il. Mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Il n'a pas besoin de faire je ne sais quelle conférence pour décider de la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais il n'en a pas besoin. Demain, il peut décider de reconnaître officiellement l'État de Palestine. J'entends dire, oui, on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas être isolé. Mais c'est une plaisanterie. Vous avez aujourd'hui 75% des États dans le monde qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. C'est en refusant cette reconnaissance que nous sommes isolés. Et c'est précisément en reconnaissant l'État de Palestine que nous ne serons plus isolés, parce que nous rejoindrons une très large majorité des États dans le monde qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Donc ce que je regrette, si vous voulez, c'est que le président de la République parle, dit des choses, et ensuite il ne fait rien. Quand le président de la République dit que le blocus humanitaire à Gaza est une honte, mais alors briser ce blocus est un devoir. Et alors quand vous avez des personnes qui embarquent sur un bateau pour essayer d'aller briser ce blocus et qui sont arrêtées de manière illégale par le gouvernement israélien, alors la France doit condamner cette arrestation illégale. Pourquoi elle ne le fait pas? Est-ce que vous savez que vous avez encore aujourd'hui 3 personnes qui sont dans les prisons israéliennes pour le seul tort d'être montés sur un bateau pour aller briguer ce blocus? Vous êtes 3 journalistes ici, vous avez un... Vous pensez vraiment qu'on peut mettre sur le même plan l'histoire de ce bateau avec Rima Hassan et d'autres participants? Je vous donne un exemple de l'impunité dont jouit aujourd'hui le gouvernement israélien. Enfin quand même, pardonnez-moi d'avoir une pensée pour eux. Il y a 3 personnes qui sont encore détenues depuis maintenant une semaine. Il y a un de vos confrères journalistes, peut-être vous pourriez avoir un mot de solidarité avec lui. Mais j'entends pas la presse dire il y a une personne qui est sur ce bateau pour documenter. Peut-être vous pourriez appeler à sa libération. Vous trouvez pas que cette réaction est un peu surjouée comparé je crois que certains des membres de votre mouvement ont dit qu'ils étaient des otages. Vous trouvez pas que c'est un peu surjoué de parler d'otages en parlant des membres de cette flottille par rapport aux vrais otages qui sont détenus à Gaza, les Israéliens de Gaza, ou les otages français qui sont en Iran? Je vous ai parlé de gens qui sont détenus de manière illégale. Ils sont détenus de manière illégale. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi. Donc, vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non, mais d'accord. Mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Il y avait une forme de. Évidemment. Et donc ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. C'est ce qui
Non, mais Manuel vous ne pouvez pas dire des choses le comme ministre ça, des Affaires monsieur. étrangères. Et il y a un mot de compassion. Je remarque que vous n'êtes même pas capable d'avoir un mot de compassion pour votre collègue. Je trouve ça extrêmement choquant. En tous les cas, ceux qui ont parlé d'otages ont surjoué l'événement. Monsieur Jeudi, si, ils ont surjoué l'événement. Juste que vous n'êtes pas capable d'avoir un mot de compassion pour un de vos collègues journalistes, et je trouve ça extrêmement grave. Manuel Bompard, le ministre des Affaires étrangères, qui avait évoqué bien sûr cette question palestinienne, sur la question de l'affrontement entre Iran et Israël, vient de s'exprimer à l'instant. Il explique, je cite, que la France n'a pas, à ce stade, dit-il, mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël. Pas à ce stade, même si c'était une autre déclaration du président de la République. Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à participer à la défense d'Israël s'il le fallait. Est-ce que c'est notre place? Mais non, notre place, c'est de chercher les conditions de la paix, monsieur Daré. Notre place, c'est pas de se tenir aux côtés du pays qui a déclenché ces hostilités. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et d'abord, le président de la République ne décide pas tout seul. Nous sommes en démocratie. Donc, avec la présidente de mon groupe parlementaire, Mathilde Panot, et je veux refaire cette demande ici sur ce plateau, nous demandons un débat parlementaire. C'est un débat qu'on appelle 50-1 à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse débattre de ce sujet. Jean-Noël Barrot est favorable à ce... Très bien, qu'il puisse avoir lieu et avec un vote à la fin. Parce que les débats 50-1 sans vote à la fin, ça suffit. Mais si on suit votre logique, il ne doit y avoir aucune conséquence pour l'Iran. Malgré le non-respect de ses engagements. La conséquence qu'il doit y avoir, madame, c'est de recréer les conditions d'un c'est tout, ils s'en sortent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne respectent pas leurs engagements et on dit simplement qu'on veut se mettre autour de la table. Pour faire en sorte qu'ils respectent leurs engagements. Vous demandez bien des sanctions très fermes contre Israël, donc on pourrait attendre que vous en demandiez également à l'encontre de l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a déclenché les hostilités. Et vous êtes étonnamment magnanime. Non, vous êtes étonnamment partial. L'Iran dans cette situation. Suspecté d'enrichissement Enfin, vous êtes incroyable. Bruno, je complète. Oui ou non, il y a eu un accord. Je complète juste le ministre des Affaires étrangères qui précise le programme nucléaire iranien complété par un programme de missiles intercontinentaux constitue une menace pour Israël et pour l'Europe. C'est pas une menace pour nous, ce programme militaire iranien? Mais la menace pour nous, c'est la menace de guerre. Donc évidemment que nous souhaitons qu'il n'y ait pas de programme militaire iranien. Ce n'est pas un sujet. La question, c'est comment on y parvient. Et on n'y parvient pas par ce type d'opération. On y parvient par ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire par un accord diplomatique. Pourquoi il y a eu cet accord diplomatique à l'époque? Parce que les États-Unis ont dit, d'accord, nous allons renoncer aux sanctions économiques contre l'Iran en échange du fait que vous preniez des engagements sur le fait que le nucléaire que vous développez est un nucléaire 100% civil et pas un nucléaire militaire. Est-ce que c'est pas la survie d'Israël qui se joue là? Attendez, et jusqu'à la dénonciation unilatérale, parce que peut-être que vous l'avez oublié, parce que je vois bien qu'à chaque fois, vous n'y faites pas référence, jusqu'à la dénonciation unilatérale de cet accord par le président Trump, cet accord était parfaitement respecté. Donc oui, madame, il faut recréer les conditions d'un accord qui soit parfaitement respecté. Et alors, oui, s'il y a un accord, alors vous pourrez demander aux Iraniens de respecter cet accord. Et s'ils ne le font pas, alors vous pourrez les sanctionner parce qu'ils ne le font pas. Mais pour ça, il faut recréer les conditions d'un accord qui a été escamoté par la décision unilatérale, par la dénonciation unilatérale. Manuel Bompard,